Bien le bonjour, enchanté. Enchanté. Moi, je vais me faire l'avocat du diable, hein, sois pas surpris, évidemment. Ouais, j'ai l'habitude, c'est bon. Tu connais la musique. Bonjour Camille Brunel, merci Salut. beaucoup d'avoir accepté cet entretien sur Philosciences. Avec plaisir. Tu es à la fois un journaliste, un écrivain, un critique de cinéma spécialisé dans la représentation des animaux et militant pour la cause animale et végane. Tu as déjà écrit plusieurs romans, dont un qui a reçu plusieurs prix, La guérilla des animaux, et tu as eu la gentillesse de m'envoyer Les Métamorphoses, ton dernier roman qui est paru quand? C'est sorti fin août, le 27 août. Et il était sur la première sélection du Renaudot. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais On a le droit de tout dire, c'est une chaîne YouTube. sorry. Ok. Donc moi, j'aime beaucoup l'émission Le Temps du débat parce que les gens souvent ont un peu le temps de parler et j'aime bien les thèmes. Et donc, je t'ai entendu dans Le Temps du débat, j'étais très interloqué puisqu'à un moment, je t'ai entendu dire que pour toi, les animaux étaient des personnes. Mhm. Tu confirmes ça? Ouais. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est qu'une personne alors? Enfin, j'étais très, très interloqué. C'est pour ça que je t'ai contacté et donc qu'on fait cette interview. Ok. Et comme c'est un débat qui est aussi pas mal dans l'air du temps, parce que si jamais les animaux sont des personnes, eh bien, ça a des conséquences énormes en fait sur nos modes de vie. Donc, du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était un thème de philosciences très intéressant parce que il y a un choix philosophique à faire qui a des conséquences sociétales qui sont énormes. Et donc, j'aurais aimé que tu m'expliques, voilà, pourquoi, à ton avis, les animaux sont des personnes et qu'est-ce que tu entends par là? Ah. Alors oui, c'est vrai que, alors comme je disais, alors je vais d'abord présenter la petite personne, voilà, qui vient de passer, qui est Padmé, la chatte avec qui je vis et qui est à l'évidence quelqu'un. Elle a sa personnalité, elle a ses préférences. Elle n'est pas la même chatte que les autres chats. Elle a pas le même monde, elle a pas les mêmes souvenirs, elle a pas la même connaissance de l'univers. Puisque elle, l'univers se limite à chez moi, à mon jardin, aux endroits où je l'emmène se promener. Donc elle a pas la même, son monde intérieur est pas le même que celui des autres chats. Les gens sont plutôt d'accord pour admettre que les animaux de compagnie sont des personnes. On leur donne des prénoms, on les différencie entre eux très facilement, on sait lequel est joueur, lequel est colérique, lequel est paresseux, lequel est voilà. Et c'est pas l'anthropomorphisme de dire ça, hein. C'est des traits de caractère dont on fait l'expérience au quotidien. Et en fait, on a tendance à imaginer que les animaux qui vivent au contact des humains sont des personnes, comme si par contagion ils devenaient des individus, quoi, du fait de fréquenter des individus humains. Sauf que ça tient pas rationnellement 2 secondes. Le coup de la contagion individuelle n'existe pas. Les animaux sont des personnes, tous les mammifères ou aucun. La fréquentation qu'on a des animaux de compagnie, en fait, nous indique quelque chose qu'on a plutôt tendance à rejeter, et qui est que les animaux sauvages aussi sont des individus qui diffèrent les uns des autres, avec voilà, des ressentis qui les caractérisent en fonction de l'endroit où ils vivent, en fonction de leurs expériences. Et là où ça devient vraiment piquant, c'est quand on se rend compte que le bétail, en fait, que les animaux qu'on exploite et qu'on envoie à l'abattoir sont des personnes, alors en puissance, en fait, puisque j'ai envie de dire, on ne peut pas franchement développer son individualité quand on grandit dans un endroit où on est traité comme un clone, en fait. Voilà. Si j'ai bien compris, ton argument pour dire que les animaux sont des personnes, c'est le suivant. Après, tu as développé d'autres argumentaires sur l'absurdité qu'on a, par exemple, à considérer différemment certains animaux de compagnie et d'autres sauvages ou d'élevage, etc. Ça, on pourrait y revenir après. Mais d'abord, l'argument principal, si je comprends bien, c'est que tu as pris l'exemple de ton chat, c'est les traits de caractère. Le fait qu'on puisse repérer des traits de caractère chez un animal, comme le fait qu'il soit plutôt plus joueur ou plutôt plus colérique, ça veut dire Craintif, ou ouais. ça veut dire que c'est une personne. Donc pour toi, en fait, une personne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un mélange en soi de, si j'ai bien compris, de caractère, fait que finalement, c'est un être unique de cette composition-là, par exemple, à 73% joueur, à 52% colérique, ce genre de choses. Je pense que c'est déjà assez pointu comme définition, et on n'est même pas obligé d'aller aussi loin que ça. Ce que je citais l'autre fois, c'était quand on a essayé de démontrer que les bébés étaient des personnes aussi.
Il y a eu une époque où on opérait les très jeunes enfants qui n'avaient pas encore accès au langage, on les opérait sans anesthésie parce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas conscience d'exister et que donc ils ne ressentaient pas la douleur. Et il a fallu démontrer, on a fait ça avec des caméras dans les années 70, que en fait, si leur comportement lié à la douleur ressemblait au comportement des adultes, c'est parce que leurs ressentis étaient les mêmes. Et ça a été de pair avec les travaux donc, de Françoise Dolto qui a expliqué que les bébés aussi étaient des personnes. Il y a évidemment des traits de caractère qui se développent déjà ici chez les bébés, mais tu vois, c'est pas, on n'en est pas déjà à dire, bon, alors ce bébé est 73% joueur, 10% flemmard, donc c'est une personne. En fait, je crois que pour être tout à fait honnête, la définition que je me fais de la personne et de l'individu, c'est quelqu'un qui a une perception du monde qui lui est propre. C'est même pas lié au caractère. Donc, ce qu'on a l'habitude d'appeler un peu la conscience, quoi, c'est ça? C'est-à-dire voilà. un point de vue unique et centré sur lui, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et qui dépend, en fait, d'un organe très précis qui est le cerveau. C'est-à-dire, c'est comme pour voler, il faut avoir des ailes, que ce soit des ailes de peau ou des ailes de plumes ou des ailes de je sais pas quoi. Si tu veux voler, il te faut des ailes. Et ben, si tu veux rouler, il te faut des roues. Et ben, si tu veux être une personne, il te faut un cerveau. Et ce cerveau, il est chez, à défaut, tu vois, chez tout un paquet d'animaux. Alors, pas tous, puisqu'il y a des animaux qui perçoivent le monde autrement, mais on se rend compte qu'en fait, parce qu'il y a chez les insectes, par exemple, c'est en fait des formes de cerveau aussi, des formes de conscience, c'est ça que je veux dire. On va y venir. Mais j'aimerais bien qu'on y aille étape par étape. Et moi, la définition de personne que je voyais, c'était appartenant à l'espèce humaine, première définition. Ouais. Donc, appartenant à l'espèce humaine, déjà, ça colle pas trop, on est d'accord. Donc, peut-être que ça correspond à la deuxième définition, dans quel sens tu l'emploies, qui est donc la personne de quelqu'un, c'est-à-dire la personnalité, le moi. Ouais. Et donc, du coup, c'est dans cette deuxième occurrence que toi, si j'ai bien compris, tu estimes que les animaux sont des personnes, dans le sens où pour toi, ils ont une personnalité, un moi, une conscience. Ça a pour conséquence qui est différent caractère et tout ça. Et donc, c'est valable pour les bébés aussi, d'accord, parce que tu estimes qu'ils sont conscients. Forcément, s'ils apprennent des choses, ils doivent être un peu conscients. Ok, d'accord. Et tu parlais du cerveau. Et tu dis que c'est attaché au cerveau. Mais qu'est-ce qui te dit que la conscience, c'est un phénomène qui se fait que dans le cerveau humain ou animal? Parce qu'on est d'accord que pour toi, c'est les animaux qui sont des personnes. Oui, pas les végétaux, non. Ni les insectes. Si, les insectes, si. Si, les insectes, alors c'est autre chose. En fait, il y a le terme qu'on emploie, il y a un terme qui me semble assez important, qui est le terme non pas de conscience, mais de sentience. La conscience, effectivement, c'est très connoté. Il y a une conscience, donc il y a un inconscient. Il y a une conscience, donc il y a une sorte de métaconscience, de je sais que j'existe. Tout ça, on l'a démontré chez tout un tas d'animaux. On s'est rendu compte récemment que la conscience, mais vraiment au sens fort du terme, n'était pas le propre de l'homme. On a trouvé ça à minima chez les dauphins et les primates. Bon. Et moi, comme je disais l'autre jour, je crois... Attends, ça dépend ce qu'on appelle exactement la conscience. Comment tu veux démontrer qu'il y a de la conscience chez un dauphin? Qu'est-ce que tu appelles la conscience exactement? Ce qui est apparu là récemment, c'est l'éthologie cognitive et les neurosciences, et les deux couplés l'une à l'autre ont permis de révéler que le ressenti des dauphins et des primates dans certaines situations était exactement le même que celui des humains. C'est-à-dire que les émotions, par exemple, on voit apparaître exactement les mêmes connexions neuronales pour des situations similaires, c'est ça? C'est exactement ça. En termes de peur, c'est les mêmes hormones, la sérotonine, l'oxytocine, l'adrénaline, tout ce bazar-là. Bon, ça, de toute façon, c'est vieux comme ça a des millions d'années et c'est présent. On a réussi à le montrer, à le prouver, à le voir, en fait, chez les humains. Et c'est la nature du bonheur, par exemple, est la même chez un humain et chez un animal. La nature chimique du plaisir est la même. Alors qu'ils aient les mêmes émotions, ça paraît, après tout, pourquoi pas, probable. Mais est-ce parler forcément de conscience? Peut-être qu'ils ont un flux d'émotions, mais que pour eux, c'est comme s'ils regardaient un film en s'oubliant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais on sait aussi, et ça c'est quelque chose... Peut-être qu'ils ont du plaisir sans avoir conscience d'avoir ce plaisir, c'est ça que je veux dire. Oui, alors attends, quand tu dis ils ont du plaisir sans avoir conscience d'avoir le plaisir, c'est-à-dire que nous, on a une sorte d'idée du plaisir abstraite, et donc quand on ressent le plaisir, on a en plus l'idée abstraite du plaisir. On sait, on identifie au phénomène chimique en nous une idée qui est le plaisir, une notion. Il y a
beaucoup de moments où on s'arrête et on se dit: «Attends, qu'est-ce que je ressens?» et on prend le temps de réfléchir. Il n'y a Ouais, pas que oui. les émotions. Oui, 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 oui. Ça, tout ce qui est de l'ordre de la métacognition, en fait, je suis pas en train de raconter que c'est ce qui forge une personne, déjà. Pour moi, la personne, Toi, c'est, c'est pas ça la conscience non, alors? La non, conscience, c'est uniquement le flux de sentiments. pas seulement de sentiments, parce qu'il y a de la raison chez les animaux. Et ça, on le sait rien qu'en observant l'émeute de loups, par exemple. On sait que les peuples qui vivaient avant la colonisation de l'Amérique, les peuples autochtones, considéraient les loups comme leurs frères et considéraient le fait de tuer un loup comme un meurtre. Et pourquoi? C'est parce que les meutes fonctionnaient comme les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement des instincts et des envies de se battre et des envies de baiser et tout ça. Il y avait tout un tas de relations sociales, politiques même, et ça a été, encore une fois, c'est étudié depuis qu'on a remis des loups à Yellowstone, on les connaît beaucoup mieux. On sait que pour être un loup dans une meute de loups et pour survivre, il faut raisonner. Il faut savoir que c'est pas ton tour de manger parce que c'est au tour de celui-là. Il ne faut pas que ce soit toi qui manges, mais il faut que ce soit le plus faible. Il ne faut pas que ce soit toi, mais celle qui est enceinte. Il faut savoir Donc se le fait qu'il y retenir. ait une société avec des statuts, pour toi, ça va dans l'ordre d'idée qu'il y a une réflexion et donc un Oui, contrôle de soi et tout ça, oui, quoi. oui. Et donc c'est pour ça que, a fortiori dans les animaux sociaux, pour moi, pas pour moi, il est clair que il y a les émotions au même titre que chez n'importe quel animal, et il y a aussi un travail de la raison qui est constant et qui est une condition sine qua non de la survie dans le groupe. Alors, mais il D'accord. n'y a pas d'abstraction. Ça, en revanche, le fait alors, c'est impossible d'être catégorique. C'est ça qui est chiant avec dès qu'on se met à réfléchir sur les animaux, c'est que c'est absolument vaste. Ça fait des siècles qu'on réfléchit en deux catégories, les humains, les animaux. Les humains sont Mmh. ça, les animaux sont donc pas ça. Puisque c'est ça, Mmh. c'est les humains, ça peut pas être ça les animaux. Et en fait, les Mmh. animaux, c'est un truc, mais c'est tellement le bordel, ça fait des millions d'années que ça évolue en même temps que les humains. En fait, il y a à Mmh. nouveau des tonnes de catégories au sein des animaux. Bah Euh, oui. donc, quand j'allais dire comme ça, de façon un peu grandiloquente, il n'y a pas d'abstraction chez les animaux, tout de suite, je pense aux primates qui ont maîtrisé la langue des signes, qui ont appris à parler avec les humains et dont on a très bien vu qu'ils avaient conscience de la mort. Bon. Et on sait, par exemple, que Ça veut dire quoi? On a très bien vu qu'ils ont la conscience de la mort? Parce que quand tu dis Alors, ça, on dirait qu'on l'a vu dans leurs yeux, donc ça non, peut non, prêter ils l'ont à dit, ils l'ont dit. Tu connais Coco? Coco, c'est un gorille qui était né en captivité, il y a eu un film sur elle dans les années 70 qui s'appelle Coco, le gorille qui parle. Puisqu'en fait, c'était à l'époque où on commençait à faire de la primatologie au contact des animaux. C'est là qu'il y a eu Diane d'accord, Fossey, tout ça. Bon. OK. Et donc, il y a une jeune femme qui s'appelle Penny Patterson qui a décidé, alors il y avait déjà eu d'autres expériences auparavant, les chimpanzés notamment, elle a décidé d'apprendre le langage des signes à une petite femelle gorille qui Mmh. s'est mis très vite à maîtriser la langue des signes ouais, comme un jeune enfant en fait. Et un jour, Penny Patterson a demandé à Penny où on allait quand on meurt. Je crois que Mmh. Coco adorait les chats, le gorille adorait les chats. Et donc, un chat meurt et elle dit: «Mais où va le chat après la mort?» Et Coco a dit, elle va dans un endroit confortable, sous la terre, parce qu'elle avait vu, en fait, où on déposait le chat. Mais ça, c'est pas l'anecdote la plus probante. Il y a un chimpanzé, qui avait appris le langage des signes aussi, qui s'appelle Washoe. Ça date des années 60 et elle avait perdu ses petits. Elle avait perdu 2 petits. D'accord. Et quand l'humaine avec qui elle vivait a fait une fausse couche aussi, c'est Carl Mmh. Safina qui raconte ça dans Qu'est-ce qui fait sourire les animaux. Washoe, donc la femelle chimpanzée, a eu de la compassion pour l'humaine qui avait perdu son petit aussi. Et elle a D'accord. signé en langue des signes le fait qu'elle était triste, le fait qu'elle avait qu'ils étaient morts comme les siens et qu'elle réclamait un câlin et qu'elle a voulu donc consoler l'humaine qui avait vécu la même chose qu'elle. C'est pas grand chose. D'accord. C'est quelques anecdotes ici et là, mais OK. Donc voilà. ça, c'est pour appuyer le fait que les animaux ont peut-être de l'abstraction. Mais de toute manière, pour toi, Pas les ça ne animaux, les grands primates. oui, certains animaux, je veux dire. Donc, mais ça, de toute manière, pour toi, ça n'est pas la définition d'une personne, Non. puisque tu considères aussi les autres comme des personnes. Mmh Donc, comme mh. ce n'est pas un critère distinctif, on va pas s'égarer là-dessus, on va Non. essayer de résumer ta position. OK. Ils ressentent des émotions,
ils ont un cerveau et il semblerait que dans ce cerveau, il se passe des choses similaires. On l'a vu par exemple dans le dauphin qui semble avoir des émotions similaires à l'homme. Est-ce que finalement, ce qui rapproche les animaux des gens et qui te donne envie de les appeler personnes, Mhm. est-ce que finalement c'est pas comme le bébé dont tu parlais tout à l'heure, simplement le fait qu'il souffre, le fait qu'il puisse souffrir? Oui, oui, oui. Bah, ça, oui, c'est la définition dont je m'approchais tout à l'heure en évoquant la sentience, qui est même pas une sorte de conscience où on sait qu'on existe, où on sait qu'on éprouve du plaisir. La sentience, c'est la base effectivement de la Simplement personnalité. des ressentis, quoi. C'est voilà, c'est le simple fait d'avoir une expérience du monde qui nous est propre et de savoir que notre corps est distinct du monde. C'est D'accord. savoir que je dois me défendre, me protéger moi en tant qu'individu, portion de chair qui m'appartient et donc qui m'importe. Et c'est pour D'accord, ça ok. que les insectes aussi, en fait, peuvent prétendre à cette catégorie-là de Ok, personnes, en même si fait, ça paraît En vertigineux. fait, pour toi, Mais une personne, c'est une particule individuelle d'une espèce, en fait, c'est ça. mmh, mmh, C'est un quelque chose qui a individu. conscience d'avoir à défendre sa portion, quoi. C'est d'avoir à se défendre lui-même. Ouais, je pense Ok. pas que je fasse de alors c'est peut-être un manque de rigueur de ma part, mais je fais pas de distinction entre un individu et une personne. Pour moi, personne individu, c'est similaire aussi. Bon. Si dans mon propos, j'ai voulu faire une différence, c'était tel. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on circonscrive exactement jusqu'où ça va. Les mollusques, c'est des personnes ou pas? Tout élément animé est une personne Non, ou non. tout élément vivant animé est une personne ou pas? Non, Et non, non, qu'est-ce non, qui non. les différencie? Qu'est-ce qui n'est Ouais, pas une personne alors? ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que notre perception des animaux, date d'une époque où on pouvait mal les voir, où on les voyait de loin, où on les approchait assez peu et où on ne pouvait pas, observer les phénomènes, neurologiques, qui sont à l'origine de la cognition chez tous les animaux. Mmh. L'idée que les humains sont des personnes et pas les animaux date de cette époque-là, en fait, où on connaissait bien les humains parce qu'on interagissait avec eux tout le temps, et où on connaissait mal les animaux parce que, voilà, limite ceux qui vivaient la nuit, on pensait que c'était des animaux démoniaques, quoi. Et il y a vraiment 30 ou 40 ans, on a commencé à approcher les animaux sans en avoir peur, sans vouloir les chasser, sans voilà. Je parlais de primatologie tout à l'heure, on a commencé à découvrir qu'il y avait des relations sociales, des relations politiques entre clans de chimpanzés, quand on a commencé à les approcher, comme l'a fait Jane Goodall, par exemple, ou comme l'a fait Diane Fossey, voilà, en les approchant comme on approcherait des humains, en fait, comme des individus. Tout ça, toutes ces études, alors les études sur le terrain et les études en sciences dures, en neurologie, ont conduit en 2012 un peu plus d'une centaine de savants, parmi lesquels la rockstar Stephen Hawking, a proclamé la déclaration de Cambridge. C'est un tremblement de terre, la déclaration de Cambridge, puisque les scientifiques de tout un tas de domaines possibles ont affirmé que la plupart des animaux, et des animaux vertébrés, et y compris certains invertébrés, parmi lesquels certains mollusques, les céphalopodes, les poulpes, les pieuvres, Mmh. les seiches, les calmars, avaient, et la formule consacrée, c'est avaient les substrats neurologiques nécessaires à la formation de la conscience. C'est-à-dire qu'ils ont le câblage nécessaire pour être conscients. Et ils disent pas sentient, hein, ils disent conscient. Donc ça, c'est factuel. C'est comme Et ils le comme il est, définissent comment? Et ils le définissent comment, conscient, eux? qui sait qu'il existe, distinctement du monde autour de lui, Mmh, ouais, qui ça sait qu'il est c'est une ouais, personne, quoi, ouais. Qui c'est qui ouais, qui n'a pas la notion de personne. Il n'a pas la notion de personne, il n'a pas la notion ouais. d'existence, mais il Ça c'est sait. on pourra toujours opposer l'argument, comment tu sais qui c'est, quoi? Alors, pour savoir qu'ils savent, il y a un vieux test à la con qu'on appelle le test du miroir, où en gros, on met une tache sur un animal, on met l'animal devant le miroir et la tache est située sur son corps à un endroit qu'il ne peut pas voir, mais qu'il peut voir dans le miroir. Et donc, si une fois dans le miroir, il essaie d'enlever la tache parce qu'il l'a vue dans son reflet, sur son reflet, alors on en déduit qu'il sait qui c'est. Qui D'accord. sait qu'il est dans le miroir. Et en fait, ce test est évidemment un piège à gogo, puisque la plupart des animaux sont pas des espèces. Enfin, il y a énormément d'espèces qui ne sont pas des espèces visuelles et qui vont pas du tout identifier leur reflet, parce que le reflet n'est qu'une Ouais, image. ouais. Donc, les chats, les chiens, le Ouais, test ils du vont pas miroir, se ils voir. l'ont pas passé, ils vont pas se voir, parce que ça sent rien. Mais
s'ils ne s'identifiaient pas eux-mêmes Attends, dans le mais je miroir, comprends pas, les chiens et les chats, ils ont bien des yeux, pourquoi ils se voient pas? mais si tu leur fais passer le test du miroir, si tu leur mets une tache ou un truc sur la tête et que tu les mets face à un miroir et que tu essaies de voir s'ils l'enlèvent, ils ne l'enlèvent pas. Et ils ne vont pas, par exemple, se regarder dans le miroir. Si tu mets un jeune singe, un jeune primate, les primates passent le test du miroir, bien sûr. Si tu mets un jeune primate face à un miroir, il va essayer de regarder à l'intérieur de ses narines. Les D'accord, enfants font pareil. Il va regarder l'intérieur de sa bouche. Tout ce qu'il ne peut pas voir, en fait, habituellement. d'accord. Dans le gorille dont je te parle, Coco, on la voit se maquiller en se regardant dans un miroir à un moment, quand même. Mmh. Et enfin, tu vois, c'est implacable. Ça crève les yeux. Et pourtant, les grands primates restent considérés comme des animaux. Mais pas les chats et les chiens. Alors que voilà, tu fréquentes un chien pendant 2 secondes, tu sais qui c'est qu'il existe. Tu sais que quand tu appelles son prénom, il vient. Donc, c'est qu'il associe un son spécifique à sa personne à lui. Et si D'accord, tu as 2 chiens et que les 2 chiens ont 2 noms différents, le chien qui vient, c'est le chien que tu appelles. OK. Tu vois? Alors, qui n'est pas concerné du coup, pour en Alors, revenir là, qui n'est pas personne? Qui n'est pas une personne? il y a des animaux qui sont pas sentients. Les éponges, par exemple, dans le, grand buisson de la vie, elles appartiennent à la catégorie des animaux, heu, mais il y a absolument rien qui laisse croire qu'elles sont sentientes. Justement parce que les éponges ont un comportement de végétaux, en fait. Elles se posent à un endroit et elles bougent pas, quoi. OK. Donc elles ont il y a forcément une zone grise. Il y a forcément un moment dans l'évolution où la vie a posé des Mais petites graines ici, puis des graines là, et puis ça s'est arrêté, et puis voilà. Et donc la et sentience, les insectes sont tous sentients ou pas? Parce que si j'ai bien compris dans l'évolution, le cerveau, il sert au mouvement. Donc mmh, tous les animaux qui bougent ont plus ou oui, moins un cerveau oui, et ils ont donc intérêt à se préserver heu eux-mêmes. et ont intérêt à se préserver eux-mêmes et peuvent s'enfuir. Ouais. Donc tous les insectes sont des Oui, personnes? oui, en fait. Bah, alors à ce sujet-là, on s'est rendu compte que certaines fourmis et certaines araignées, réagissaient face à leurs reflets, d'une manière qui indique qu'elles savent qu'elles ne sont pas face à une autre fourmi ou face à une autre araignée. C'est-à-dire qu'elles ont un D'accord, comportement donné si elles se retrouvent face à un rival. On sait qu'il y a ouais. certains animaux, quand ils tombent sur leur reflet, ils identifient un autre animal de leur espèce, donc ils vont être plutôt agressifs. Mmh. Et les fourmis et les araignées, semble-t-il, il y a eu des études qui montraient qu'elles savaient que ça n'est pas un autre animal. D'accord, OK. Et sur les araignées aussi, on a vu qu'elles n'avaient pas toutes le même comportement en fonction de leur vécu. C'est-à-dire qu'elles ont de la OK. mémoire, voilà. Donc Mais si je sur fais le le résumé, Vas-y. les êtres vivants qui ne sont pas des personnes, on a donc les végétaux et ce qui se comporte comme des végétaux, c'est-à-dire, par exemple les éponges Les éponges qui s et certains crustacés, certains coquillages donc en fait les mollusques, les invertébrés qui n'ont aucun mouvement qui ont et voilà, c'est ça, c'est ça. qui ne bougent pas, donc ils n'ont pas eu besoin d'un cerveau, Exactement, exactement. Ils n'ont pas eu besoin de développer un cerveau pour apprendre à foutre le camp si on essaie de les bouffer. c'est ça? Parce que c'est une question de survie, en fait. Si tu es coincé Mais au est-ce que sol, c'est pas une forme d'anthropocentrisme que de croire qu'on ressent la douleur que si on peut s'enfuir et que, parce que les mollusques, ils peuvent frémir aussi si tu mets du feu ou comme ça donc alors, c'est pas de l'anthropocentrisme à partir du moment où on considère que, la douleur est un caractère des animaux, est propre aux animaux. C'est de l'animalocentrisme, si tu veux. mmh. C'est du système Mais nerveux eurocentrisme, pourquoi mais considérer que par exemple, un coquillage, donc on peut l'ouvrir et on peut, le faire souffrir par exemple avec des gouttes d'acide, il réagit à cet acide, il sent que c'est pas bon oui, pour lui. oui. Donc Tu pourquoi ne pas considérer que cette moule, c'est une personne? Et on pense aussi aux huîtres, puisque quand on ouvre une huître, elle est vivante, et quand on met le citron Ouais, dessus, elle se rétracte. c'est Bon, ça. ça, à mon avis, enfin, à mon avis, encore une fois, à chaque fois que je dis ça, c'est un peu par politesse, puisque je le dis et je le pense parce que ça a été vraiment démontré, hein. C'est de l'ordre de la sensibilité. Et c'est important de faire une nuance entre la sensibilité, qui est de l'ordre de la réaction mécanique à un stimuli, et la Mmh. sentience, où le stimuli est processé et traité par un système D'accord. central, tu vois, qui décide de réagir ou non.
Ok. L'huître, elle n'a pas le choix. Tu mets du citron dessus, elle se rétracte. Elle ne peut pas se dire non, mais c'est bon, c'est un pote qui me met du citron dessus, c'est bon, on est chill. C'est un fonctionnement qui est systématique et C'est mécanique, c'est ça, c'est systématique. C'est exactement comme les tournesols qui sont sensibles à la lumière du soleil et qui donc suivent la lumière du soleil. Ils ne sont pas sentients, les tournesols. Ils ne savent pas qu'il y a le soleil et qu'ils le regardent comme ça. En fait, c'est comme si on met des petits coups de marteau dans mon genou et que je lève la jambe, quoi. Tu ne peux pas le contrôler, c'est ça. Ce n'est pas ton cerveau qui décide. Okay. Encore que, parce que là, pour le coup, le coup de marteau sur le genou, il transite par le cerveau quand même, mais c'est de l'ordre du réflexe, oui. Ah, ça passe par le cerveau, d'accord. Ok, très bien. Je voulais te parler du coup des végétaux. Tu n'es pas sans savoir qu'en ce moment, il y a une mode sur l'intelligence des arbres avec des bouquins, etc. Ça ne te plaît pas. Non. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, c'est une manière de relativiser ce qu'on a dit sur les animaux. C'est une manière de relativiser les découvertes sur les animaux. C'est en gros dire « Ah, les animaux sont intelligents? Ah bah tiens, bah les arbres aussi, tiens, putain, quelle coïncidence !» Et du coup, en fait, ça permet de reconduire la frontière humain d'un côté, tout le reste du bazar de l'autre, avec les végétaux et les animaux qui seraient dans le même sac. Je pense que c'est très important de faire bouger la frontière et de dire que la frontière, elle se joue au niveau de la sentience. Et tout ce qui est évidemment que les arbres que les arbres c'est les racines. Par exemple que les arbres communiquent entre eux, les arbres peuvent se prévenir d'un danger avec des phéromones les uns les autres, etc. Donc il y a une forme de socialisation. Mais c'est de la sensibilité, c'est de la mécanique, c'est des hormones. Il y a un danger, on lâche un truc, parce qu'effectivement, les arbres qui ont le mieux survécu, c'est les arbres qui étaient capables de se prévenir les uns les autres qu'il faut se rétracter quand il y a une girafe qui arrive ou je ne sais pas quoi. Mais ils n'ont pas eu besoin pour arriver là de fabriquer de la conscience, ni même de la sentience. C'est pas à partir du moment où tu es capable de communiquer, tu es sentient. C'est quelque chose de précis. Ça vient du cerveau et de quelque chose que les êtres vivants se sont fabriqués à partir du moment où ils ont commencé à vouloir se protéger eux-mêmes. C'est le moment où on a défini, où on a fabriqué la souffrance, par exemple. La douleur, c'est quelque chose qui s'est propagé dans l'arbre du vivant parce que c'était quelque chose qui permettait de survivre et de se protéger. Parce que quand on savait qu'on était menacé, on savait qu'on pouvait foutre le camp. L'expression de la douleur, en tout cas. L'expression de la douleur. Mais qu'est-ce qui nous dit que l'arbre qui se fait manger n'a pas une forme de douleur qui nous est inconnue? Parce qu'il n'a pas le matos, il n'a pas le matériel. C'est ce que je disais au début. Si tu n'as pas d'aile, tu ne peux pas voler. Il n'a pas le matériel tel que nous, on le connaît. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres systèmes qui permettent d'avoir mal? Comment le saurions-nous? Puisque nous, on a la douleur que humaine et la douleur animale. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu disais, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne peut pas voler sans ailes? Qu'est-ce qui nous dit qu'on ne peut pas voler juste comme Peter Pan, quoi, avec de la poudre de fée? On a trouvé d'autres moyens de voler sans ailes. On a fait des avions. C'est exactement la même chose. Bah, les avions, ils ont des ailes, François. Oui, ou des hélicoptères. Mais ils n'ont pas des ailes qui bougent, les avions. C'est ça que je veux dire. Ok, on a fait des hélicoptères avec des pales. On a trouvé plein d'autres manières de voler différentes que les oiseaux naturels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, soit. Bon, disons, la douleur, c'est quelque chose de spécifique. C'est de l'hormone, la douleur. C'est de l'électricité, c'est de la chimie, c'est un processus. Chez les animaux. Mais oui, mais si c'est pas chez les animaux, c'est pas de la douleur. Mais on parle de quelque chose qui est complètement différent. Une douleur végétale, par exemple, pourrait peut-être exister. Admets au moins qu'on pourrait avoir un doute là-dessus. Bon, de toute façon, on est en train de parler d'une douleur qui est plus qu'hypothétique, puisque en l'état de la science, là, en ce moment, il n'y a rien dans l'arbre qui suggère qu'il puisse y avoir une douleur animale, au sens où on entend douleur, c'est-à-dire « aïe, j'ai mal, putain, je veux que ça s'arrête ». Ça, il faut qu'il y ait un truc central qui te le dise. Il n'y a pas ça chez les arbres. Parce que après, on se retrouve à débattre aussi sur les pierres. Ça m'est arrivé, de quelqu'un qui me disait, de tomber sur quelqu'un qui me disait, mais on ne peut pas savoir si les pierres souffrent ou pas. Peut-être qu'on découvrira un truc dans 1000 ans. Et je pense que c'est juste mystifier la science. C'est tout con. Mystifier ce qu'on pourra. C'est comme de dire dans 1000 ans, on pourra peut-être voyager dans le temps. Tu vois. Mais c'est pas grave que les gens disent ça. Du coup, tu peux parler en termes de probabilité. Ce qui paraît le plus probable, c'est que les végétaux ne souffrent pas, ni les pierres, encore moins. Ouais. Voilà. Ça paraît peu probable au vu des données qu'on a pour l'instant. Oui, voilà. On peut rester sur la probabilité. Ok.
D'accord, donc maintenant qu'on a circonscrit qui étaient les personnes, je pense qu'on a bien compris quelles conséquences ça a sur notre société. Du coup, j'avais cru comprendre que tu étais du coup contre, par exemple, l'élevage des vaches pour leur lait, contre toute exploitation animale. Alors, le fait que les animaux soient des personnes implique déjà qu'il faut fermer les abattoirs de toute urgence. Euh, D'accord. on s- Ça, c'est la priorité absolue. Mais même pas seulement les Après, abattoirs, tout type d'élevage du coup. hmm, alors, c'est compliqué. Sinon, c'est de C'est compliqué. l'esclavage puisque c'est des personnes. Exactement. Les delphinariums, je pense qu'on peut dire que c'est de l'esclavage au sens fort du terme. Le parc C'est-à-dire les endroits Astérix, où on va voir des dauphins faire des figures. enfermé, ouais, ouais. Ça, Ok. c'est des gens, ce sont les cétacés sont vraiment les animaux sur lesquels on a le moins de doute quant à l'existence d'une conscience complexe, d'un langage, d'une mémoire, de relations sociales, de conscience de la mort, avec cette orque qui a poussé son petit pendant 15 jours devant elle. Tu vois, on sait, c'est comme chez les éléphants, quoi, où on sait que les éléphants se recueillent sur les ossements de leurs disparus, des disparus de leur clan. D'accord. Euh, Oui, ils ont donc il conscience y a d'être vraiment, enfermés. Du coup, c'est ouais, mal. ouais, ouais. Et en plus, souvent, ils sont vendus. On prend le bébé, on le vend, alors que les dauphins sont plutôt des animaux qui ont tendance à être très soudés. C'est des sociétés voilà, matriarcales. On sait que chez les orques, par exemple, les enfants, même les mâles, restent auprès de leur mère toute leur vie. Enfin, Mm. donc, vendre le bébé d'un dauphin, même si c'est au bout d'un an ou deux, c'est extrêmement violent pour la mère. Et on sait, que les mères appellent, les mères dauphins appellent pendant plusieurs jours après la vente de leur petit. Donc ça, c'est vraiment de l'esclavage au sens fort du terme et ça devrait être fini. L'Inde, qui a la considération des animaux dans sa constitution, a déclaré les dauphins personnes non humaines. C'était il y a 5 ou 6 ans. Et donc, les delphinariums sont interdits en Inde de facto. Et Ah, ça donc devrait l'Inde fonctionner. a Ouais, déclaré des dauphins comme personnes non personne humaines. non Donc humaine. finalement, Oui. cette appellation de personne, c'est pas quelque chose qui t'est personnel, c'est quelque chose qui Ah non, existe déjà. D'accord. ah, je ne me permettrai pas. Non, non, bien sûr. D'accord. Et c'est aussi une appellation qui a été actée judiciairement quand l'orang-outan, je crois qu'elle s'appelait Sandra, a été libérée d'un zoo en Argentine. Il y a des avocats qui ont fait valoir qu'elle était une personne et qu'elle était détenue contre son gré dans une cage. Et partant de là, la justice a ordonné sa libération. Alors, elle n'a pas été libérée, vas-y, démerde-toi en Argentine, tu vois, Mhm. pour un orang-outan, c'est compliqué. Elle a été mise dans un Ouais. sanctuaire, et dans ce sanctuaire, elle est traitée comme une personne, et non plus comme une chose qu'on exhibe. C'est-à-dire que elle a des relations sociales, on lui parle, on fait attention à ce qu'elle soit bien, on fait attention à ce qu'elle soit, voilà, épanouie, enfin, je sais pas, tu vois, D'accord. un Ok. sanctuaire. Donc la notion de personne qui est absolument implacable et indéniable à mon sens, pas à mon sens, mais tu vois, pour les cétacés, les éléphants et les grands primates, a déjà été voilà, reconnue officiellement. Ok. Pour les, Mais voilà. c'est bien. C'est bien de garder des prudences comme ça, langagières, qui viennent de ta culture scientifique, c'est très bien. Non, très bien. Mais Quand, c'est parce qu'à chaque quand fois, les gens sont trop, quand les gens sont trop affirmatifs, on a parfois moins envie de les croire, tu sais, c'est très bien de faire ça. c'est vrai. Ouais, c'est parce que j'ai peur qu'on dise qu'après, c'est mon opinion et tu Ouais, vois, voilà. mais de toute manière, ton opinion, là, on est en train de bien la circonscrire. Et on Bon. a vu que elle est, comment dire, sur beaucoup d'aspects, elle est confirmée par les sciences que tu as pu citer, tu vois. Hmm. Mais c'est pas grave. Enfin, Ok. j'imagine que pour toi, ça doit être un combat très douloureux parce que puisque tu considères que les animaux sont des personnes, ça doit être une catastrophe absolue dans ta tête, toute cette souffrance. Donc ça doit être difficile de se détendre sur ce sujet. Mais, mais ouais, C'est pour ça que c'est malheureusement, c'est comme ça compliqué. pour. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a peu de gens ou que c'est très difficile de militer et d'être audible en fait sur la question parce que ça demande
il y a une forme de colère ou d'injustice ou d'impatience, en tout cas. Ouais, qu'il faut réussir à calmer pour communiquer avec l'autre et lui expliquer, quoi. Et c'est dur, ouais. Alors moi, je fais des bouquins, du coup, ça la libère de la vapeur, si tu veux. De temps en temps, voilà, ok. Ça relâche la pression, ok. D'accord. Et donc oui, alors attends, parce qu'on parlait d'exploitation, et est-ce qu'il faut tout abolir, machin? Est-ce qu'on mange encore de la viande ou pas, très concrètement? Non, ça c'est du c'est compliqué. Enfin, en fait, non. Faisons simple. Si c'est industriel, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir de production d'œufs ou de production de lait industrielle sans exploitation, au sens où on parle d'exploitation humaine, au sens où ce n'est pas juste. Il peut y avoir du travail humain qui ne soit pas de l'exploitation. En revanche, si tu veux que 10 humains fabriquent une pyramide en 8 jours, ça va forcément être de l'exploitation. Tu vas forcément être obligé de leur mettre des coups de fouet, de les faire travailler la nuit et de les sous-payer. Donc, il peut y avoir des œufs et du lait qui soient respectueux en quelque sorte de la personne qui te les donne. Par exemple, tu peux avoir des poules dans ton jardin. Mais tu n'es pas d'accord avec ceux qui diraient que c'est du vol? Parce qu'on leur vole leurs œufs qui auraient pu faire… Par exemple, le lait, il est destiné aux petits de la vache, il n'est pas destiné… Ouais. Ben, faudrait, pour parler de vol, il faudrait que les animaux aient la notion de propriété. Et encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que je pense que les animaux ont la notion de propriété. Certains animaux sont capables d'être vénères quand tu leur prends un truc qui leur revenait. On sait que les primates ont la notion de justice. Il y a eu des tests en laboratoire où il y avait des capucins. Il y en a un, on lui faisait faire une tâche, on lui donnait un concombre et il était très content d'avoir son concombre, avoir fait la tâche. Et puis il y avait un capucin juste en face, il faisait la même tâche et on lui donnait un raisin. Et après, quand le capucin d'avant, on lui disait vas-y, fais la tâche, qu'on lui donnait un concombre, il jetait le concombre et limite il faisait des doigts d'honneur aux scientifiques en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Lui il a du raisin et moi j'ai du concombre, tu te fous de moi? Donc, le sens de la justice chez les primates a été étudié en laboratoire, sachant que le laboratoire est quand même un endroit qui est le dernier endroit pour étudier les animaux. Donc, quand on découvre un truc en laboratoire, c'est que vraiment, ça se voit beaucoup, quoi. Et donc, on sait qu'ils ont le sens de la justice. Bon. Les primates. Après, pour qu'une poule soit emmerdée, pour qu'on lui vole ses œufs, ça, c'est l'humain, si tu veux, qui plaque sur la poule une idée de propriété, etc. La poule, donc ses c'est œufs, des personnes, mais c'est pas des personnes juridiques à part entière qui auraient un droit de propriété ou à qui il faudrait payer son œuf. Non, on peut pas leur. Bah, si en fait. Mais tu vas le payer d'une autre manière. En mode de vie sympathique, quoi. Tu peux le payer exactement. Si ta poule est protégée, par exemple, des renards, en échange, elle te donne l'œuf, mais en échange, tu lui donnes la possibilité de ne pas mourir égorgée par un renard ou par un chien. C'est sympa. Si en échange, si elle est malade, tu l'emmènes chez le véto, et c'est sympa. Si tu lui donnes des caresses, si tu lui parles, on sait qu'il y a des poules qui sont très câlines, tu vois. Si tu prends soin d'elle, que tu lui donnes à manger, tu vois, il y a une relation qui est en fait pas inégalitaire. Ça me semble juste. Et pour le lait du veau, pareil, oui. Le problème de l'industrie du lait aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de tellement de lait qu'il faut tuer les veaux. On ne parle pas tellement de salaire, du coup, on parle de les entretenir. Et s'ils sont bien entretenus, ça peut paraître quand même juste, même si on fait de la marge, quoi. Le problème des humains, c'est qu'ils aiment bien faire de la marge, quoi. Donc, si tu leur donnes la possibilité de faire de la marge, ils vont vite essayer d'en faire plus. L'humain, il faut forcément qu'il fasse de la marge pour lui gagner sa pitance en organisant tout ça. En organisant tout ça, il donne une sorte de valeur ajoutée aussi. Comme il s'occupe des poules, c'est normal qu'il se paye et qu'il prenne une marge, non? Bah, la marge, c'est les œufs, quoi. Oui, mais les œufs, s'il paye tout juste le poulailler, l'humain, il va mourir. Ça peut pas continuer longtemps, cette histoire. Ah oui, non, faut pas en faire un commerce. Non, si t'en fais le commerce, c'est pas possible. Non, parce que voilà, si tu prends… Mais alors pourquoi on élèverait des poules si c'est pas pour faire un commerce? Je veux dire, c'est des bénévoles. Pourquoi t'as un chat, mais il n'y a que des bénévoles du coup qui s'occuperaient des animaux. On veut garder, sachant qu'on veut garder une relation aux animaux, mais qu'on veut que cette relation soit pas basée sur une exploitation des animaux, qui les écrase ou qui les contraignent de façon qui leur soit déplaisante.
Okay, je pense pas qu'il soit possible de se faire beaucoup de marge sur les œufs. Enfin, je veux dire, si tu Je vois vends pas les œufs pourquoi tu chers. pourrais pas, je vois pas pourquoi tu pourrais pas avoir une ferme avec des animaux et tu vends tes produits et tu fais de la marge et les animaux sont très heureux. Il est où le problème là-dedans? À mon avis, si tu veux pouvoir payer tes factures d'électricité et ta maison et tout ça, tu vas forcément avoir un rendement nécessaire. Il me semble qu'au bout d'un moment, tu as besoin de vendre un certain nombre d'objets, de trucs Il pour suffit, rentrer dans tes frais. pas forcément, il suffit de les vendre au juste prix. Tu peux les faire plus cher si tu veux. Si tu estimes que c'est des œufs, par exemple, qui valent cher parce qu'ils sont élevés par des poules, comme on a en ce moment d'ailleurs, les œufs des poules élevées en plein air Oui, sont plus oui, oui. chers. Si tu estimes que c'est des poules très heureuses, tu peux vendre tes œufs très chers, Oui, avoir une marge et pas les exploiter. Tu vois ce que je veux dire? d'accord, d'accord. Donc, en excluant totalement la consommation de viande, que je considère comme du cannibalisme, puisque ce serait manger des gens, on peut imaginer Ok. qu'on peut avoir du lait et des œufs ou de la laine qu'on vendrait extrêmement cher, Hmm. de manière à ne jamais être amené à faire pression physiquement à l'excès sur les animaux. Mais ça, Ok. c'est risqué quand même, hein. J'ai envie d'aborder peut-être un dernier terme si j'ai pas d'autres idées. C'est du coup, puisque les animaux sont des personnes, faut-il les laisser s'entretuer? C'est une excellente question et il faut se la poser. Il y a des gens qui se la posent et il n'y a pas vraiment de réponse. C'est compliqué. C'est tout un. Si les gens qui écoutent ont envie de se renseigner là-dessus, c'est un mouvement qui s'appelle le Reduce Wild Animal Suffering. Réduire la souffrance des animaux sauvages ou RWAS. Sauvage. Voilà. Et, et effectivement, si les animaux sont des personnes, alors il n'y a rien qui justifie que la vie d'un lion vale la vie de 10 buffles, tu vois, ou zèbres. Et du coup, est-ce que nous, on n'aurait pas la responsabilité d'intervenir, puisque c'est injuste en fait. Bon. Mhm. Euh, Il y a un livre dont je parle très souvent qui s'appelle Zoopolis, qui est un peu la base aujourd'hui. Ça a un peu dépassé la libération animale dans la réflexion sur les relations qu'on pourrait avoir aux animaux. Zoopolis explique qu'en gros, si on voulait. Alors, Zoopolis fait 3 parties dans les animaux. Les animaux domestiques, dont on est responsable directement parce qu'ils vivent à nos côtés et ils ne peuvent pas vivre sans nous. Alors, dans lesquels ils mettent les vaches, les cochons, les chats et les chiens, hein, indifféremment. Les animaux liminaires qui ont envie d'être au contact des humains, mais qui n'ont pas envie d'être apprivoisés, qui n'ont pas envie de relations personnelles avec les humains, pour le coup. Les pigeons, les T'as un exemple? castors, les rats, machin. D'accord. Ok. Voilà. Les corbeaux, voilà. Même les araignées. Après, il y a des gens qui ont des rats de compagnie aussi. Alors, les frontières sont poreuses, bien sûr, puisque la D'accord. base de tout ça, c'est de considérer les animaux comme des personnes et non comme des espèces. Et à partir de là, on va y aller au coup par coup. Il y a un renard peut très bien s'attacher à quelqu'un et rester auprès de cette dame qui lui donne à manger de temps en temps, puis réclamer des caresses, et hop, du coup, le renard va se retrouver animal domestique. Et s'il est blessé, on pourra tout à fait imaginer que la personne l'emmènera chez le vétérinaire. Tu vois. Ce qu'elle ne ferait pas avec un renard qu'elle ne connaît pas. Ce qu'on ne ferait pas avec des animaux sauvages, qui est donc la 3e catégorie, et vis-à-vis de laquelle on n'a pas les mêmes responsabilités. Et vouloir intervenir pour, je ne sais pas, nourrir les animaux, les carnivores, avec de la viande synthétique, pour que les herbivores n'aient plus à souffrir le fait d'être tués en meute, parce que ça fait mal quand même de se faire tuer dans le. Mhm. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. En revanche, et c'est quelque chose qu'on a tendance à cacher, c'est que les proies, même si c'est quelque chose qu'on nous a appris à considérer comme le cycle de la nature et quelque chose d'inévitable, Mhm. ça ne change rien au fait que les proies souffrent et qu'elles ne sont pas euthanasiées quand elles se font choper par une meute de lycaons. Elles sont vraiment bouffées vivantes et ça fait mal. Et ça arrive à des éléphantaux et à des petits. Et, tu vois. Mais en fait, le fait d'intervenir dans tout ce bazar nous donnerait une mainmise sur le monde sauvage qui irait au final à l'encontre des intérêts des animaux sauvages. On aurait plus de chances, si on évalue en fait statistiquement les conséquences probables de notre intervention à cette échelle, on aurait plus de chances de foutre le bordel et de rendre les animaux malades et malheureux que de juste assurer le bien-être des quelques herbivores. Tu vois.
En revanche, ce Mais il y aurait un qu'explique autre problème en plus, c'est que les herbivores se retrouveraient ils trop proches, proliféreraient, ce serait le bordel. Donc, comme les sangliers dans nos forêts où il n'y a plus de prédateurs. voilà. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il faut envoyer les chasseurs les buter, parce que les chasseurs sont quand même des petits filous qui les élèvent par derrière et puis qui en prélèvent un peu plus pour le plaisir. Enfin bon. Ouais, à la limite, si la régulation des sangliers était laissée à des gardes-chasse professionnels qui font ça à contre-cœur, je dis pas. Mais par des mecs qui font ça quand c'est jour de fête. Bref. En fait, ce qui t'embête, c'est qu'ils y prennent du plaisir. T'es inconscient. Non, C'est pas qu'ils fassent une bonne action, c'est qu'ils y prennent du plaisir alors que ça fait souffrir quelqu'un d'autre. Ça m'embête dans tous les cas, mais que le fait qu'ils y prennent du plaisir les rend encore plus évidemment abjects, oui. Mais alors, Ils prennent du plaisir à faire souffrir une personne, logique. Ok. Ah oui, bah oui. Et alors, ou même à la tuer, tu vois, parce que eux, évidemment, ils vont te raconter que l'animal ne souffre jamais, que c'est toujours, c'est le sniper dans Soldat Ryan, quoi. Ils vont tirer, le mec il tombe. Tire dans le cerveau. Ouais, voilà, bien sûr, on va les croire. Puis les mecs qui font du tir à l'arc aussi, on va les croire. Enfin, alors attends, on était parti sur quoi? Sur les animaux sauvages intervenir. Donc impossible, parce que les animaux voilà, proliféreraient. Bon, bref, ça serait le bordel, oublions. En revanche, ce qui me semble important, c'est donc de considérer le vécu personnel des animaux sauvages, puisque en fait, quand on se rend compte que les animaux au contact des humains révèlent des traits d'individualité indéniables, ils réagissent à leur prénom, ils ont le sens de la justice et de l'injustice, tu vois, ce genre de choses. Tout ça, c'est à l'état sauvage. Et depuis des millions d'années, depuis toujours. Enfin, pas depuis toujours, mais tu vois. Donc, on peut effectivement considérer que si ça ne bouleverse pas l'ordre naturel, si ça bouleverse pas le mode de vie de ces animaux, d'intervenir, par exemple, sur un petit qui est en détresse, sur un animal blessé, un animal malade, alors faisons-le. Alors faisons-le, intervenons et aidons-les. C'est ce qui se passe au sud de l'île de Vancouver. Il y a 3 pods d'orques résidentes là-bas qui sont en voie de disparition. Et ben, quand il y en a une qui naît, je peux t'assurer que les Canadiens, ils vont prendre leur vaccin, ils les vaccinent. Ils ne vont pas attendre de voir s'il va y avoir de la sélection naturelle, je ne sais pas quoi. Non, ils veulent s'occuper d'eux. Ils interviennent, ils vaccinent. De la même manière, les animaux, les éléphants, tout ça dans les réserves, on les connaît du coup personnellement, il y en a tellement plus beaucoup qu'on veut quasiment tous les connaître, et donc ils sont soignés. On intervient quand on voit qu'il y en a un surtout, et surtout, a fortiori, quand c'est des animaux qui souffrent de l'intervention humaine. Tu vois, quand on retrouve des éléphants avec une balle dans la tête, parce qu'en fait, une balle dans la tête ne peut pas forcément tuer un éléphant. Donc ils opèrent, et voilà. Donc, et l'exemple que je cite souvent aussi, c'est les tortues luttes qui doivent remonter toute la plage pour arriver jusqu'à la mer. Et il y a un mec qui faisait un documentaire de la BBC qui filmait cette scène-là, qui est évidemment hyper cinégénique parce qu'on dirait du Hitchcock, puisque les frégates arrivent et c'est open bar, quoi. Dès qu'elles voient les petits, c'est comme des bonbons qui sortent de terre, et donc les bébés se font faucher comme ça. Et il y a un caméraman de la BBC qui racontait les frégates, tu parles pas des bateaux, c'est des oiseaux. Non, les oiseaux. Les oiseaux qui ont un long bec noir crochu et une sorte de gros goitre rouge comme ça. Okay. Et le caméraman raconte que la charte BBC, c'est tu n'interviens pas, tu filmes et tu bouges pas, tu touches pas, on n'intervient pas sur ce qu'on documente. Et sauf que le mec, il pouvait plus. Il disait, mais il n'y a aucun bébé qui atteignait l'eau. Aucun. Ils se faisaient tous faucher et bouffer. Et donc, au bout d'un moment, il est sorti de sa cahute et il a fait partir les frégates. Et il s'est assuré que les tortues arrivent à l'eau. Et même une fois dans l'eau, elles ont des risques de se faire bouffer. Mais tu vois, il s'est senti coupable. Et il s'est senti responsable de ces animaux. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager, bien sûr. De toute façon... sauf que si ça se trouve, d'habitude, ces frégates, elles n'arrivent pas à atteindre l'eau parce que, je sais pas, il y en a ailleurs. Oui, pardon, les tortues n'arrivent pas à atteindre l'eau parce qu'il y en a ailleurs et que de toute manière, tu vois, les autres années, il n'était pas là. Donc ça s'était passé. Si ça se trouve, cette année, elles vont être trop nombreuses, elles vont épuiser leur nourriture, je sais pas où, et finalement, ça se trouve, il va contribuer à éteindre une espèce. Enfin, c'est difficile de mesurer les conséquences. C'est peut-être ce que tu disais aussi tout à l'heure. C'est ça. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que on dérègle déjà énormément
Le monde sauvage, tu vois. Rien comprends. qu'en, tu vois, tu allumes ta voiture pour aller à Nigloland depuis Paris et hop, tu contribues au réchauffement, tu vois. Et quelqu'un qui allume sa clim à Pékin contribue à l'ours qui crève la dalle au fin fond du Groenland. Ouais. Donc, considérer qu'on a plus de risques de dérégler le monde en sauvant une portée de tortues qu'en les laissant se faire faucher, c'est pas juste, quoi. D'accord. Ouais. J'ai une autre objection qui m'est venue. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'il y a différents niveaux de conscience? Si. L'humain, comme il est plus abstrait, donc tu nous as parlé tout à l'heure des grands singes qui étaient plus abstraits que d'autres animaux, l'humain Mmh. semble encore plus capable d'abstraction que les grands singes, etc. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas hiérarchiser les souffrances et dire qu'une souffrance, plus elle est vécue par quelqu'un de très conscient, plus elle est grave. Et si elle est vécue par un, tu vois ce que je veux dire? Une Oui, oui, grande oui, oui. souffrance vécue par un être peu conscient et peu grave. C'est pas Oui. possible de se dire ça? Mais si, je pense que c'est faire insulte aux agneaux que de mettre leur vie sur le même plan que la vie d'un pou ou que la vie d'une mouche, bien sûr. La souffrance d'une mouche à qui on arrache les ailes, même si tu vas me dire qu'on ne sait pas, peut-être que quand on va voir de plus près, Mmh. on sentira qu'en fait elle souffre énormément aussi. Je ne pense pas qu'on puisse la mettre sur le même ordre, sur le même plan que la souffrance d'un agneau à qui on arrache les jambes, vivant. D'accord. Tu vois. Mais Non, non. et du coup, est-ce que, si on rajoute le plaisir dans cette échelle, on ne Mmh. peut pas dire que, par exemple, le plaisir de manger une bonne entrecôte est supérieur au mal, que la bête qu'on a tuée? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Comme s'il y avait un bilan global qui était positif parce que moi, je suis plus conscient du plaisir que j'ai à manger un truc bon et la Ouais, bête est moins ouais, j'entends. consciente, la personne pour toi. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Oui, oui, oui. Oui, mais sauf que là, pour le coup, je veux bien qu'on t'accorde le bénéfice du doute si tu me dis que tu as envie de manger des sauterelles et des asticots. Mais, dans le cas d'un agneau ou d'une vache, puisqu'on parlait d'entrecôte, là, pour le coup, le doute est pas permis. Le plaisir que tu prendras à manger son corps ne peut pas être supérieur à la douleur qu'elle ressentira quand on la mettra dans la bétaillère, quand on l'emmènera à l'abattoir et quand on lui percera le cerveau. C'est pas possible. La douleur, je sais pas, mais le niveau de conscience qu'elle en a par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, oui, mais là, Ouais, on est parce que extrêmement une proche, on est trop proche. parce que on peut avoir une extrême douleur, mais tu as reconnu avec moi qu'il y avait différents niveaux de conscience. Donc Mmh. peut-être que cette extrême douleur vécue par un niveau de conscience faible est finalement une synthèse, on pourrait Oui, appeler ça l'impact. Le niveau de conscience fois la douleur, l'impact peut être plus faible que le bon impact que ça m'apporte, par exemple. ouais, mais le niveau, on parle de niveau de conscience faible. Là, on parle d'un mammifère, pas d'un niveau de conscience faible. Les mammifères sont câblés D'accord. exactement comme nous. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui mangent des poissons, parce qu'on a l'impression que les poissons étant plus éloignés de nous, vont du coup ressentir une douleur moins vive qu'un mammifère, ce qui est D'accord. pas le cas. Mais tu vois, au moins, on peut t'accorder le bénéfice du doute dans le cas des poissons. Alors qu'on Enfin, sait que les poissons sont pour câblés être comme nous, voilà. Pour être parfaitement clair, ils vont ressentir une douleur qui sera pas forcément en elle-même moins, ah oui, d'accord, la douleur. Et une souffrance qui en soi serait équivalente, mais comme ils sont moins conscients, on la considère moins vive, c'est ça? Ouais, moi je pense que c'est une erreur. La avec à son niveau au niveau de conscience qui est la sienne, le poisson ressent le maximum de souffrance possible au moment où on le sort de l'eau et où il étouffe. Exactement comme on pourrait, infliger à un humain, la souffrance maximale, compte tenu du niveau de conscience qui est le sien. Mais pourtant, oui, Le mais problème pourtant, de l'abattoir et du filet de donc pêche, finalement, il c'est qu'on faudrait qu'on s'entende sur le niveau de conscience, parce que tu disais tout à l'heure que les grands singes avaient des niveaux de conscience plus élevés mmh. que les autres animaux et que les hommes avaient une conscience plus élevée que les grands singes. Or là, tu sembles dire que tout ce petit monde semble avoir un même niveau de conscience, donc ça me Non, oui, paraît un c'est peu vrai. paradoxal. Non, non, on parlait d'abstraction. On parlait de capacité d'abstraction. Ouais. Et ça, effectivement, une Ça me mouche a pas la même semblait capacité synonyme. d'abstraction une mouche a pas la même capacité d'abstraction qu'une pieuvre, qui a pas la même capacité d'abstraction qu'un grand singe, qui a pas la même capacité d'abstraction qu'un humain. Même D'accord, si humain, pieuvre et grand singe sont extrêmement proches puisque tous concernés par la déclaration de Cambridge sur la conscience. Mais sur l'abstraction, d'accord. effectivement, voilà, ça va être fluctuant. Hem, En revanche, on sait que la douleur, la nature de la douleur et je crois que je l'ai dit tout à l'heure, la nature de la douleur est la même quelle que soit ton espèce.
Oui, Euh, là, je parle pas de la douleur, je parle de la conscience d'avoir mal. Ça voudrait, mais ça, c'est comme ça, c'est la façon dont réfléchissaient les gens dans les années 70 quand ils opéraient les bébés sans les endormir, en fait. En Ouais, pensant que comme ils n'avaient pas conscience d'avoir mal, c'était moins grave. Et en fait, maintenant, ça nous paraît encore plus grave. Parce que Mais est-ce justement, ils qu'ils n'ont avaient que des ça, quoi. séquelles, les bébés, par exemple? Psychologique, probablement. Il Ouais, faudrait regarder. je sais pas. Faudrait Ok. regarder. Physique, probablement pas. Physique, probablement pas. De la même manière que les porcelets qui sont émasculés à vif et dont on enlève les dents dans les élevages pour faire du jambon ont des corps sains par la suite. Mais dans leur tête. Mais ça, évidemment, personne ne s'amusera à aller le mesurer. Donc, pour Euh, moi, en fait, il y a une part du débat qui reste entier sur cette idée de est-ce qu'il y a différents niveaux de conscience et donc différentes manières de souffrir? Toi, donc, tu dis que non, absolument. Mais oui. moi, je me dis pourquoi ce serait pas lié à la capacité d'abstraction? Pourquoi ce serait pas lié à... Ou alors, est-ce qu'on pourrait décider que les animaux ayant une capacité d'abstraction sont supérieurs et donc on pourrait décider arbitrairement parce que ça nous arrange Ouais, mais tu que vois que supérieur, arbitraire. que leur souffrance est inférieure ou bah Mais le truc, c'est qu'il faut se mettre à leur, il faut se mettre à leur échelle, il faut se mettre à leur place, en fait. Il ne faut pas juger la quantité de souffrance par rapport à nos standards, mais par rapport aux d'accord. leurs. Et ça, c'est Yuval Harari qui l'explique, je crois, dans Homo sapiens. Il dit que le bonheur étant une hormone sécrétée par notre cerveau, le maximum de bonheur ressenti par un paysan quand il a une bonne récolte de betteraves était exactement le même que le maximum de bonheur de Louis XIV quand il a vu Versailles terminé. Ils ont ressenti la même chose. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On ne peut pas infliger, indépendamment de la conscience et de la méta-souffrance qu'on va pouvoir générer, on ne peut pas infliger le maximum de souffrance possible à qui que ce soit, à un être qui est capable de savoir qu'il souffre. Et ça, si tu es conscient, si tu es un mammifère, si tu es un céphalopode, si tu es un oiseau, si tu es un poisson, tu es conscient que tu souffres. Tu sais que tu souffres parce que tu sais que c'est ton corps qui t'appartient, qui est en danger, qui est en train d'être détruit. Ouais, ok. Voilà. C'est chiant, hein, parce que effectivement, ça implique de changer Mais, beaucoup mais de choses. en fait, moi, ça me donne envie de te parler d'autre chose. Là, ça me donne envie de te parler de mon système philosophique. C'est-à-dire que moi, je considère que nos croyances, les croyances que j'ai, il faut que je les choisisse le mieux possible pour être le plus heureux. D'accord? J'ai très peu de certitudes et ensuite je fais des croyances là-dessus. Donc parfois en m'appuyant sur les sciences, mais parfois, et dès qu'il y a un doute, et il y a toujours un petit doute sur à peu près tout, puisque c'est toujours des histoires de probabilité, du coup je choisis mes croyances, si tu veux, en les adaptant pour maximiser mon bonheur. C'est ce qui me paraît le plus logique de faire. Et donc ici, si je me mets à croire que la souffrance animale ou que la souffrance de tous les êtres dont on a parlé, que tu considères des personnes, est une souffrance de personne, et que j'y pense tous les jours, je vais rendre mon existence un enfer. Bah, Et pas si donc, tu agis. mais quand bien même j'agirais, puisque dans la nature, j'agirais jamais, comme on le disait sur les prédateurs par exemple. Donc il y a cet exemple-là, il y a le fait que je vais mettre un temps fou à convaincre les autres humains que j'ai raison par exemple. Du coup, ça fait que je vais me créer énormément de souffrance en rentrant dans ton système. Mais attends, tu mets ton bonheur au centre du système philosophique? C'est le point de gravité? Oui, ouais, c'est ça. C'est C'est pas... comment moi je vais faire pour être le plus heureux possible dans ma vie. C'est ce qui me semble le plus logique. C'est de l'hédonisme classique. Ah. Bah, là, il y a un moment où de toute façon, moi, je pense que je suis hédoniste comme toi, hein. J'adore rien foutre, m'envoyer en l'air et manger du chocolat, si tu veux. Mais il y a quand même un moment où la culpabilité de pas agir me nuisait à mon bonheur. Parce qu'en fait, tu ne maîtrises pas ta croyance. Parce qu'en fait, cette croyance-là que les animaux sont des personnes, c'est pas quelque chose que tu as choisi, si je Non, c'est comprends quelque chose bien. qui s'est imposé à moi. Ouais. Ça s'impose à Que j'ai toi. compris. Oui, oui. Si tu pouvais ne pas avoir cette croyance. Mais alors, ce qui me dérange, c'est qu'on parle de croyance ici. Oui, Est-ce que parce tu que dirais à quelqu'un qui dit que la Terre est ronde, qui croit que la Terre est ronde? oui. Ok, J'englobe les croyances au sens d'accord, large, d'accord. c'est-à-dire
basé sur, même si c'est basé sur les phénomènes physiques les plus probables, je parle quand même de croyances parce qu'il reste un choix en fait. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a des gens qui croient que la Terre est plate, quand bien même les sciences disent que. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi, quand il faut souvent écouter. Enfin, moi-même, j'ai tendance à vouloir être du côté des sciences et c'est ça qui est compliqué aussi. C'est que du coup, voilà, il y a une forme d'arbitrage qui se fait entre le monde extérieur qui me dit les sciences disent ça et moi-même qui me dit je veux être heureux et je veux choisir mes croyances de telle sorte que je sois le plus heureux possible. Donc je dis pas que c'est simple, il y a une forme d'arbitrage qui se fait. Et moi, ce que je te dis, c'est si jamais tu avais pu, je te dis pas que tu peux l'enlever maintenant si tu veux. Tu t'es trop renseigné sur le sujet, tu es trop cultivé scientifiquement et tout pour ne pas le voir. Peut-être tu as trop d'expérience avec les animaux. Mais si tu avais pu ne pas avoir cette croyance-là, peut-être que tu aurais été plus heureux. Tu ne crois pas? Non, et là j'en suis absolument certain puisque je trouve énormément de bonheur dans la certitude que les animaux sont des gens. Parce qu'on se sent moins seul en fait. Quand je suis avec Padmé, d'ailleurs il faut que je vérifie qu'elle n'est pas en train de faire des conneries, mais quand je suis avec Padmé, je sais que je ne suis pas tout seul. Je sais que je ne suis pas confronté à une sorte d'animal mystérieux dont je ne sais pas vraiment si elle me reconnaît ou si elle se souvient de moi. Tu vois ? Mais la plupart des gens font ça, mais avec une croyance floue. C'est-à-dire qu'ils se disent avec leur chat qu'ils sont avec une personne parce qu'ils le connaissent et ils ont une croyance à peu près floue de ça et ils se disent peut-être que je ne fais que l'imaginer, mais peu importe, ça me rend service. Par contre, ils croient que ce qu'ils ont dans leur assiette, c'est un animal bête qui n'a pas pensé. Comme ça leur permet de manger en étant tranquille. Ouais. C'est finalement assez rationnel comme position. Pas sur le plan scientifique. Pas sur le plan scientifique. Ah oui, mais sur le plan de maximiser son bonheur. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Oui, ça, les gens sont très forts pour ce qui est de maximiser leur bonheur. Pour maximiser le bonheur des autres, tout de suite, on est moins rationnel. Mais pour le sien, oui, je suis d'accord. Mais non. Et pareil, quand je vois des corbeaux, par exemple… Je dis pas ça pour t'agresser. Hein. J'essaie non, je sais. Au bout de… Non, je me sens pas du tout agressé, toi bien. Mais tu vois, par exemple, quand je vois des corbeaux, de savoir que les corbeaux peuvent reconnaître les visages et s'en souvenir, je trouve ça génial. Alors, tu vas me dire, c'est du narcissisme, c'est peut-être un peu vrai, mais j'aime l'idée qu'un corbeau me voit, me retienne et que si je reviens au même endroit, peut-être que le même corbeau se dira « Ah tiens, c'est le con que j'ai vu il y a 2 jours promener son chat. » tu vois. Et je trouve ça génial. Il n'y a plus que l'intelligence, il n'y a plus seulement l'intelligence humaine sur Terre. Et ça rend le monde tellement plus riche. Et tu vois, on n'est plus en train de se demander s'il y a de l'intelligence dans l'espace, quoi. Il y a de l'intelligence partout sur Terre et il faut juste la reconnaître, quoi. Il y a un très beau film sur ça qui s'appelle La sagesse de la pieuvre. C'est sur Netflix depuis 1 mois et demi. C'est un mec qui est devenu ami avec une pieuvre, mais ami, quoi. C'est-à-dire que… Il faut que je le regarde. Là, pour le coup, sur les zones grises de la déclaration de Cambridge où il disait et certains invertébrés, là, pour le coup, on a quelque chose d'extraordinaire parce que le poulpe, qui est le plus éloigné du corps humain, c'est la conscience la plus évoluée dans le corps le plus différent du nôtre. Donc, c'est ce qu'il y a de plus proche d'un extraterrestre sur Terre. Et on voit dans le film le poulpe reconnaître le mec. C'est-à-dire qu'au début, il l'évite. Au début, après, il s'approche un peu. Et au bout d'un moment, il accepte de tendre son tentacule et de lui prendre la main, enfin de lui toucher la main. Et on voit ensuite que voilà, c'est ce poulpe qui a ses souvenirs de la semaine d'avant, qui sait que c'est ce mec-là qui n'est pas une menace. Il ne va pas l'agresser. C'est étonnant. Et on voit aussi comment le poulpe apprend à se servir d'outils. On voit tout un tas d'opérations qui ne sont pas liées à l'instinct et qui ne sont pas liées aux émotions, mais qui sont vraiment liées à des réflexions de l'animal, dans des stratégies, développer des stratégies de chasse, où on le voit jouer aussi à un moment donné. C'est étonnant. À chaque fois que le mec dit quelque chose sur le poulpe, et on se dit non mais c'est pas possible, il est en train d'anthropomorphiser ou de raconter des conneries, on a le plan d'après qui te montre qu'il n'est pas en train d'imaginer tout ça. Bon, je vais regarder. C'est précieux ça. Merci pour cette recommandation. Ok, c'est super. Bon, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions et d'avoir accepté cette petite torture. Non, c'était bien. Au revoir. À la prochaine. Ouais. Salut.